Le dossier 2 est donc un dossier typique de décompensation d'insuffisance respiratoire chronique hypercapnique, décompensation de BPCO. Vous enverrez des caisses aux urgences, des caisses en réanimation. Ça représente peut-être un cinquième ou un quart des patients hospitalisés en réanimation. Alors, selon vous, l'état du patient est-il grave? Et justifiez votre réponse. Alors oui, l'état du patient est grave, 4 points. Les critères de gravité présents. Alors, il y a des petits critères de gravité liés au terrain. Ce sont la présence d'une oxygénothérapie à domicile, c'est un signe de gravité, les antécédents d'hospitalisation et de ventilation mécanique, et si vous avez les EFR, ce qui n'était pas le cas là, la notion d'un VEMS inférieur à 50% de la théorique, c'était un signe de gravité. Ce ne sont pas des critères suffisants pour que le patient aille systématiquement en réanimation. Et ça présage de la gravité de la pathologie sous-jacente. Et les signes de gravité aigus actuels, alors vous avez certes des signes d'insuffisance respiratoire aiguë, un tirage, une cyanose, une polypnée supérieure à 30, une dyspnée à la parole, et donc deuxièmement, vous avez des signes d'encéphalopathie hypercapnique, 5 points pour encéphalopathie hypercapnique, c'est l'astérixis ou flapping tremor. Encore une fois, vous devez interpréter les signes que vous voyez. Si vous contentez de répéter astérixis alors que c'est déjà dans l'énoncé, ça ne sera probablement pas coté. Ce qui sera coté, c'est l'interprétation que vous en faites. Le problème, c'est que ces signes cliniques, à part l'astérixis, le tirage, la dyspnée à la parole, chez un malade qui a insuffisance respiratoire chronique sévère, peuvent être quand même présents de façon constante à l'état de base. Et donc le signe majeur témoignant de la gravité de la décompensation, mademoiselle Diane, c'est... Pas exactement. Diane disait l'hypercapnie. Normalement, un insuffisant respiratoire chronique, il a un pH qui est normal. Donc c'est le pH, c'est l'acidose. Ouais, le signe de gravité majeur de la décompensation de BPCO, qui fait qu'on va passer le patient en réanimation ou pas, c'est le pH. Et effectivement, un patient qui a son état de base a peut-être une hypercapnie, mais compensée de façon chronique par l'élévation des bicarres avec un pH normal. Et lorsque le pH baisse, c'est que l'élévation de la capnie a été suffisamment brutale pour ne pas pouvoir être compensée par l'élévation des bicarres. Et donc, c'est un témoin d'une plus grande gravité du patient. Et c'est là-dessus que, entre autres, comme critère, avec les critères cliniques, c'est entre autres là-dessus que le patient va devoir être dirigé vers un service où on pourra lui faire la pierre angulaire du traitement de la décompensation de BPCO, qui est la ventilation non invasive. La ventilation non invasive. Donc un patient qui irait très bien cliniquement et qui aurait simplement une acidose hypercapnique, disons modérée, pourrait éventuellement aller dans un service de pneumologie où on peut faire de la ventilation non invasive. Un patient qui a des signes cliniques de gravité avec une acidose hypercapnique va en réanimation, puisque là encore, il est à risque d'être intubé. Alors, donc il y avait 10 points pour acidose respiratoire ou acidose hypercapnique, 5 points pour encéphalopathie hypercapnique, et le reste c'était un point par-ci par-là pour le tirage, la polypnée, etc. Pensez-vous que le médecin traitant a bien fait de placer ce patient sous augmentin? Justifiez votre réponse. Alors, quand vous parlez d'une antibiothérapie, la question est simple, c'est premièrement, est-ce qu'il fallait donner un antibiotique? Et deuxièmement, quel antibiotique donner? Pour justifier une antibiothérapie, je vous conseille de toujours passer par le spectre microbien des germes potentiellement en cause dans ce type d'infection. Parce que c'est difficile de coter l'ensemble des antibiotiques que vous pouvez donner, mais par contre, s'il faut que l'antibiotique soit actif contre les bacilles gram négatifs, par exemple, eh bien c'est facile à coter. Donc ici, oui, il fallait donner des antibiotiques. Pourquoi? Eh bien, pour deux raisons. D'abord, parce que par argument de fréquence, l'infection, c'est le premier facteur déclenchant des décompensations de BPCO. Et deuxièmement, ici, il y a des arguments pour une suraffection bronchique qui sont l'augmentation du volume et de la purulence des expectorations et un fébricule. Vous connaissez les critères d'Antonicien qui sont l'augmentation de la dyspnée, l'augmentation du volume, l'augmentation de la purulence des expectorations. Et on considère que l'association d'au moins 2 de ces critères justifie une antibiothérapie chez le patient BPCO. Et deuxième question, donc, enfin deuxième partie de la question, est-ce que c'est l'augmentin? Est-ce que l'augmentin était un choix judicieux? Eh bien oui, puisque les germes habituellement impliqués dans les décompensations de BPCO, c'est pneumocoque, hémophilus, Branamella cataralis, etc., etc. Alors vous me direz, que faire si le malade BPCO a eu plusieurs cures d'antibiotiques ces derniers mois? C'est une question épineuse, mais un médecin de ville qui voit un patient BPCO qui lui dit « je crache plus que d'habitude » ne peut pas d'emblée prescrire une antibiothérapie intraveineuse avec une bithérapie associant du Fortum, du Ciflox au cas où le malade et du Pseudomonas aeruginosa, etc. Donc en pratique, il fera un ECBC, il commencera de l'augmentin, puis si l'évolution n'est pas favorable, il aura régulièrement un résultat de l'ECBC.
je ne parle pas de la gravité, là. Je ne sais pas comment était le malade lorsque le médecin le voit, est-ce qu'il était grave ou pas. S'il était grave, évidemment, le malade devait aller en réanimation et peut-être avoir autre chose comme antibiotique. Mais si vous voyez un BPCO qui tousse, qui crache, eh bien, vous devez lui mettre des antibiotiques. Et l'augmentin, c'est un antibiotique adapté à la décompensation, à la surinfection bronchique du BPCO, comme on dit. Alors, troisièmement, quels facteurs de décompensation curable faut-il rechercher en général dans ce contexte? Mademoiselle Diane, les facteurs de décompensation de BPCO? Un arrêt des médicaments? Non. Corticothérapie, non. Une surinfection bronchopulmonaire? Alors, l'infection, donc dans l'infection, il y a la bronchite et il y a la pneumonie. Très bien, c'est 8 points ça, hein, c'est la cause numéro 1 de décompensation. L'autre, Diane? L'embolie pulmonaire. Alors l'embolie pulmonaire, c'est un petit facteur déclenchant, c'est pas très fréquent, mais c'est à rechercher quand on trouve rien d'autre, oui. Le pneumothorax. Le pneumothorax, ça arrive aussi, puisque je vous rappelle, ce sont des malades qui ont des bulles d'emphysème et qui respirent avec un régime de pression élevé, qui toussent, qui sont susceptibles de rompre une bulle d'emphysème et de faire un pneumothorax. Donc il y avait 2 points pour pneumothorax. Il y a l'insuffisance cardiaque gauche. Alors l'insuffisance cardiaque gauche, ça c'est fondamental. Je vous rappelle, ce sont des malades âgés, tabagiques, etc. Et donc l'insuffisance cardiaque, c'est un grand facteur, un grand pourvoyeur de décompensation de BPCO. Et donc c'est l'infarctus, l'OAP, la poussée hypertensive, l'ACFA, etc. D'accord? Donc là, il y avait 5 points pour insuffisance cardiaque. Il manque un point important, enfin un critère, une cause importante, c'est la iatrogénie. Donc il y a un certain nombre de médicaments qui sont susceptibles de décompenser les BPCO. Donc ces médicaments, ce sont les antitussifs, ce sont surtout les psychotropes, sédatifs, dépresseurs respiratoires comme les benzodiazépines, les morphiniques, etc. Et puis c'est aussi un médicament que vous oubliez systématiquement dans cette question et auquel vous devez penser, c'est l'oxygène. Alors la réponse est simple quand y pensez. Je vous conseille quand vous rédigez vos dossiers de premièrement, lire toutes les questions jusqu'au bout. Et il arrive assez régulièrement qu'il y ait une réponse à la question 3 qui se trouve dans la question 5. Donc là, par exemple, il y avait la question 5 ensuite qui disait « Comment prescrivez-vous l'oxygénothérapie dans les 24 premières heures chez ce patient ?» Peut-être que vous avez répondu à cette question-là qu'il ne fallait pas mettre trop d'oxygène. Et bien donc à ce moment-là, vous pouvez penser à mettre dans les facteurs déclenchants qu'une oxygénothérapie à trop fort débit peut décompenser le patient. Et puis, dans les autres médicaments impliqués, il y a les bêta-bloquants, mais c'est discuté. Vous savez que c'est un effet bronchoconstricteur peut-être. Et puis, il y a les diurétiques alcalinisants, puisqu'en faisant monter les bicarbonates, ils suppriment le stimulus acidose qui stimulerait la ventilation minute du patient. Bon. Vous pouvez après imaginer des choses comme d'exposition à de la pollution, etc. etc. Question, donc là, les deux points les plus importants, enfin les 2 ou 3, c'est l'infection, l'insuffisance cardiaque et puis la iatrogénie. Alors, quels examens complémentaires demandez-vous? Eh bien, il y a des examens pour rechercher le facteur déclenchant qui découlent directement de la question précédente. Donc, pour le facteur déclenchant infectieux, on fait des hémocultures, un hémogramme, une CRP, un examen cytobactériologique d'expectoration, une radiographie de thorax. La seule chose qui est cotée, là, c'est la radiographie de thorax, puisque la question la plus importante, c'est est-ce que ce malade a simplement une bronchite, et on lui donnera de l'augmentin, ou est-ce qu'il a une pneumonie, et on traitera comme une pneumonie grave, comme le dossier précédent. Deuxièmement, pour le facteur déclenchant cardiaque, eh bien, on va faire une radiographie de thorax encore une fois, un électrocardiogramme, une troponine. J'ai mis le BNP, mais je ne l'ai pas coté, pour la bonne raison que le BNP chez le patient BPCO, c'est très compliqué puisque c'est des patients qui ont souvent une insuffisance cardiaque droite qui fait sécréter du BNP. Donc c'était juste pour vous rappeler que dans un bilan de dyspnée chez un malade âgé et tout ça, on fait maintenant le BNP. Mais encore une fois, ce qui est coté, c'est radiographie de thorax, ECG, troponine. Et puis, pour le pneumothorax, on fait la radiographie de thorax et on fait entre guillemets, un bilan préthérapeutique, c'est-à-dire un ionogramme avec une kaliémie, une fonction rénale. Je vous rappelle que les bêta-2, par exemple, ça fait fuir le potassium, enfin rentrer le potassium dans les cellules. Une hémostase au cas où il y a besoin d'avoir un pneumothorax à drainer, des choses comme ça. Question 5, donc comment prescrivez-vous l'oxygénothérapie dans les 24 premières heures chez ce patient? Miss Diane. Presque l'oxygénothérapie pour recevoir une saturation entre 88 et 92%. Très bien.
Alors il faut, quand vous rédigez vos questions, que vous montriez au correcteur que vous savez, et il faut que vous en profitiez pour restituer vos connaissances. Donc il ne faut pas simplement être brut de décoffrage et donner, bah voilà, je le prescris pour saturation entre temps et temps. Il faut expliquer pourquoi vous faites ça. Donc il faut dire que le débit d'oxygène est adapté à la saturation avec un objectif de saturation de 88 à 92%, et qu'on évite l'hyperoxie qui est parfois responsable d'une majoration de l'hypercapnie. C'est ça la justification. Mais pour les externes, je voudrais lutter contre un message qui est trop bien passé. Vous avez tous appris que l'oxygénothérapie chez le BPCO, c'est faible débit, bulle à bulle, parce que risque d'hypercapnie. C'est vrai dans les décompensations modérées, parce que dans les décompensations modérées, un tout petit peu d'oxygène suffit à corriger l'hypoxémie, et trop d'oxygène fait monter la capnie. Mais si le patient BPCO est très hypoxémique, s'il a 75 de SAT en air ambiant et que vous lui mettez l'oxygène bulle à bulle et qu'il a 78 de SAT, eh bien vous faites une erreur, il va mourir d'arrêt cardiaque hypoxique. Le patient doit avoir l'oxygène nécessaire pour avoir une saturation compatible avec la vie. Donc s'il a besoin de 15 litres d'oxygène par minute au masque de concentration pour avoir 88 de SAT, il aura les 15 litres. Ce n'est pas ça qui va faire monter la capnie. Ce n'est pas le nombre de litres d'oxygène qui passe dans le nez, c'est la saturation à laquelle ça va mettre le patient. Donc en résumé, vous adaptez votre oxygénothérapie à un objectif de saturation plus modéré que chez un patient sain de base, et sans dépasser 92%, mais vous ne devez pas descendre en dessous de 88% de saturation. Et je vous rappelle que c'est le même objectif de saturation que quand on prescrit une oxygénothérapie de longue durée chez un insuffisance respiratoire chronique, où on vise une PO2 entre 55 et 65, c'est-à-dire une saturation entre 88 et 92%. Et donc, comme vous voulez restituer votre cours et montrer que vous savez les choses, vous rajoutez la phrase « Si l'hypoxémie est modérée, une oxygénothérapie à faible débit suffit ». Donc là, si dans la grille de correction, il y a marqué quelque part oxygénothérapie à faible débit, vous avez mis qu'un faible débit suffirait probablement. Mais si ils veulent dire qu'il ne faut pas en mettre trop, pas faire monter la capnie, vous l'avez mis. Et en même temps, vous n'avez pas fait d'erreur, vous ne tuez pas votre malade en disant « je mets du faible débit systématique chez tous les BPCO ». C'est une erreur. C'est un message qui est trop bien passé. La question 6 est « Quel traitement proposez-vous dans les 24 premières heures ?» Donc c'est le traitement d'une décompensation sévère de BPCO. Le traitement de la décompensation modérée de BPCO, c'est je vais en salle, en pneumologie ou en médecine, et j'ai un repos au lit, et puis le traitement étiologique, qui va donc être la poursuite de l'augmentin, et comme traitement symptomatique, de l'oxygène, CF, la question de dessus, des bronchodilatateurs, c'est-à-dire des aérosols de bêta-2 mimétique, on va dire en salle, vous pouvez en avoir 3, 4, maximum 6 par jour. Et attention, chez l'insuffisance respiratoire chronique hypercapnique, ces aérosols se font en air et non pas sous oxygène. Et puis, deux choses qui ne sont pas cotées, c'est la kiné, parce que d'habitude on ne fait pas de kinésithérapie à un malade qui est en plein bronchospasme. Si on le trouve très encombré, on peut. Et puis les corticoïdes, puisque la moitié de la France en fait, l'autre moitié n'en fait pas. Donc vous apprenez ce que vous voulez, oui ou non. Moi je n'en fais pas, et d'autres services parisiens ne font pas de corticoïdes au BPCO. Ce n'est pas de l'asthme. Mais si vous venez d'un hôpital où on fait des corticoïdes, vous n'êtes pas un criminel si vous mettez des corticoïdes à un BPCO. Et puis, une surveillance. En revanche, si vous avez une décompensation sévère de BPCO avec notamment une acidose hypercapnique, le patient doit bénéficier de la technique qui a révolutionné la prise en charge de la BPCO, c'est la ventilation non invasive qui réduit le recours à l'intubation et qui a amélioré considérablement la survie de ces patients. Donc la ventilation non invasive, pour ceux qui n'ont jamais vu ce que c'est, ça correspond à l'administration d'un certain volume d'air insufflé dans les poumons par un ventilateur de réanimation, mais au lieu que le malade soit intubé, il a un masque sur le visage qui est fixé avec des élastiques, un masque qui fait l'étanchéité, et à chaque fois qu'il respire, la machine pousse un certain volume d'air, et ça améliore sa ventilation alvéolaire, surtout ça soulage le travail de ses muscles respiratoires, et en tout cas ça réduit l'apnée et le recours à l'intubation. Donc la ventilation non invasive, comme indiqué dans la correction, ça se fait avec certaines contre-indications, avec certaines précautions. Il ne faut pas que le patient soit choqué, il ne faut pas qu'il soit comateux, il ne faut pas qu'il ait un trauma facial, il ne faut pas qu'il vomisse, sinon il va se vomir dans le masque, ce qui est fort agréable. Les précautions, c'est qu'il faut que le masque soit adapté à la morphologie du patient, il faut avoir posé des protections cutanées pour éviter les escarres nasales, il faut que le patient soit compliant. La ventilation non invasive, elle nécessite une compliance du patient qui ne cherche pas à enlever son masque, qui ne cherche pas à parler, etc. Et une surveillance accrue de la part du personnel soignant. La VNI, ça ne peut pas être je mets le masque et je vais m'occuper d'autre chose. Il faut repasser toutes les 5 minutes, vérifier que ça ne fuit pas, etc. Et puis, dans un dossier de réanimation avec une insuffisance respiratoire aiguë, eh bien,
il faut que vous précisiez qu'en l'absence d'amélioration, on ira à l'intubation. Donc ici, les points dans cette question-là, il y avait 2 points pour à jeun, 5 points pour bêta-2 mimétique, 10 points pour ventilation non invasive et 3 points pour intubation en l'absence d'amélioration. Le reste n'était pas coté, mais ça doit apparaître dans votre case pour montrer que vous connaissez votre question. Donc la question 7 est une question théorique. Si un traitement diurétique était indiqué, quel serait en théorie le diurétique le plus adapté, Miss Diane, t'as une idée? En théorie, il faudrait peut-être avoir, comme le patient il est en acidose, avoir un diurétique qui permet de garder les bicarbonates. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Un qui fait pisser. On dit en théorie que chez le BPCO, enfin chez l'insuffisance respiratoire chronique hypercapnique, si on lui met un diurétique, il faut en théorie éviter les diurétiques alcalinisants comme le Lasix, comme la plupart des diurétiques, puisque en étant alcalinisant, il supprime le stimulus acidose qui permet de maintenir une certaine ventilation du patient. Et donc, on dit qu'en théorie, on utiliserait plutôt un diurétique acidifiant, en fait, en tout cas non alcalinisant, c'est l'acétazolamide, le Diamox, qui est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique, un diurétique proximal. Alors, 2 remarques à ce sujet. On n'utilise pas le Diamox quand le patient est déjà acide, parce que là, ce n'est pas cohérent, il est déjà acide, on ne va pas le rendre encore plus acide, c'est-à-dire surajouter une acidose métabolique à une acidose respiratoire. Mais quand il est dans une phase d'état, disons, normo-pH, et que vous voulez le dépléter, vous pouvez utiliser le Diamox. Vous pouvez aussi faire ce que font beaucoup de praticiens, c'est mettre du Lasix, et si vous voyez que les bicarbonates montent à cause du Lasix, à ce moment-là, remplacer par du Diamox. D'accord. Donc les mots-clés dans ce dossier de décompensation d'insuffisance respiratoire chronique hypercapnique ou décompensation de BPCO, c'est le pH qui est le critère le plus important pour juger de la gravité, les facteurs déclenchants infection, cœur, iatrogène, pensez à l'oxygène à trop fort débit, un objectif de saturation de 88 à 92% et la ventilation non invasive qui est la pierre angulaire du traitement. Si vous pensez à ces mots-clés-là, vous avez probablement déjà 50 points sur les 100 points du dossier.